Au Portugal, ce sont des amateurs passionnés de géologie qui viennent de faire une trouvaille extraordinaire. Des embryons de dinosaures prisonniers de leurs coquilles. Regardez. La côte portugaise, 60 km au nord de Lisbonne. C'est ici qu'en mai 93, lors d'une promenade en famille, Isabelle Mathéus trouve par hasard des petits morceaux de coquilles brunes éparpillés sur le sol. Ces fragments d'œufs fossilisés intriguent tout de suite la famille, car chez les Mathéus, on a une passion, la géologie. Pendant 4 ans, les Mathéus vont fouiller ce petit bout de terrain. Bilan, la découverte de centaines d'œufs de dinosaures et surtout de plusieurs squelettes d'embryons vieux de 140 millions d'années. Un véritable scoop paléontologique. Toutes ces trouvailles sont entreposées dans le petit musée du village où nos paléontologues amateurs poursuivent leur travail avec une rigueur de professionnels. Les sédiments sont triés méticuleusement pour récupérer le moindre morceau d'os, comme ce minuscule fragment de fémur. Résultat, la reconstitution de plusieurs squelettes d'embryons quasi complets de bébés dinosaures. Tous ces fragments sont soigneusement conservés et étiquetés en vue d'une étude ultérieure. Le travail n'est pas fini. Il reste 5 gros blocs comme celui-ci, qui sont sans aucun doute des nids de dinosaures. C'est Madame Mathéus qui les dégage petit à petit, millimètre par millimètre. On voit déjà nettement apparaître plusieurs œufs quasi intacts, dont certains contiennent même encore les restes des embryons. On peut voir l'œuf ici et ici, et avec embryon aussi, comme ça. Dans cet œuf, le squelette de l'embryon est si bien conservé et recroquevillé dans sa coquille qu'on peut facilement reconstituer sa position. Ces œufs ont-ils été couvés et surtout, qui les a pondus? Pour répondre à ces questions, les fossiles de Lourinhã vont faire le voyage jusqu'à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, où Philippe Taquet, un spécialiste en la matière, va mener l'enquête. Voici les seuls indices dont dispose le chercheur. Des morceaux de coquilles et les os, dont ces vertèbres de 3 mm de long. Première étape, que nous racontent les coquilles? Les morceaux n'étaient pas grands. La face interne de la coquille est très intéressante parce qu'elle a un guillochage, elle est comme gaufrée, et ça semble indiquer que l'animal, l'embryon, a utilisé le calcaire de la face interne de l'œuf pour fabriquer son propre squelette, exactement comme les poussins le font aujourd'hui dans les basses-cours. Ils ont besoin de calcaire pour faire leur squelette. En allant plus loin, en faisant donc des coupes, on arrive à voir que les pores sont très larges par rapport à l'épaisseur de la coquille. Et alors, les pores ici nous permettent de savoir que les dinosaures pondaient leurs œufs, les enfouissaient en partie, les recouvraient probablement de branchages, et l'incubation était probablement plus rapide de cette manière. Un embryon qui gratte sa coquille comme un poussin et des œufs enfouis sous les branchages. Et maintenant, voyons ce que révèlent les os. Ce petit fémur d'embryon de dinosaure est très proche du fémur de l'allosaure qui se trouve exposé dans cette galerie et qui a été trouvé dans des terrains du Jurassique supérieur. Et donc vous voyez qu'au terme d'une enquête assez simple finalement, sur les coquilles, sur les ossements, eh bien, notre première conclusion, c'est de dire aujourd'hui que les dinosaures du Portugal, ces embryons, ont été pondus par des dinosaures carnivores qui font 7 à 8 mètres de longueur, 2 ou 3 mètres de hauteur. On sait déjà cela dès maintenant. Voilà donc l'animal qui a pondu ses œufs de 20 cm de long. Un monstre du Jurassique, l'allosaure. Il y a 140 millions d'années, il vivait dans cette région. Peut-être un jour, la famille Mathéus retrouvera-t-elle son squelette. Et le saviez-vous, la France est le plus riche pays d'Europe pour les fossiles de dinosaures. Alors pourquoi rester les bras croisés à regarder travailler les spécialistes? Vous pouvez vous aussi, le temps d'un week-end, devenir chasseur de dinosaures. Voici la marche à suivre. Regardez, les dinosaures sont sous vos pieds. Dans certains coins, il suffit de se baisser pour trouver des fossiles de dinosaures. Démonstration avec ces 2 spécialistes en prospection dans les Corbières, près de Perpignan. Et hop, après quelques heures de recherche, cette petite pierre plate, qui est, vous l'aurez reconnu, un fragment de coquille d'œuf de dinosaure.
À ce même endroit, il y a 75 millions d'années, vivaient des dinosaures qui ressemblaient peut-être à ceux-ci. Mais attention, s'ils ont laissé de nombreuses traces, on ne les retrouve pas n'importe où. Car seule une partie du sous-sol des Corbières, celle qui date précisément de cette époque, est riche en fossiles de dinosaures. Où faut-il chercher exactement? Pour le savoir, il faut la carte géologique au 50 millième. Car à cause des mouvements du sol, on trouve des roches d'âge très différents au voisinage des terrains du Crétacé, les zones en vert vif sur la carte. À ces endroits seulement, vous avez des chances de trouver des fossiles. Alors, il ne nous dit pas exactement à quel endroit on va trouver des dinosaures, mais il nous dit à tel endroit, vous serez dans les couches du Crétacé supérieur, dans lesquelles on a déjà trouvé autrefois des ossements de dinosaures, par exemple. Après, il faut laisser faire le hasard. Enfouis depuis des millions d'années, les fossiles sont parfois ramenés à la surface par l'érosion du sol. Mais le plus souvent, c'est l'homme, en creusant la terre, qui les fait apparaître. Les fossés ou les coteaux labourés sont donc de bons endroits pour prospecter. Rien n'empêche de trouver un superbe fémur, mais en général, les premiers fossiles découverts ont plutôt cette allure. Ce sont souvent des petits morceaux, des fragments d'os plus grands. Et pour éviter de les confondre avec des vulgaires cailloux, écoutez les conseils du spécialiste. Sur ce morceau d'os fossile, on voit très bien encore les fibres longitudinales de l'os. On voit bien ici. Alors que le caillou, lui, il a une surface qui n'a aucun caractère particulier. Il y a des petits galets, des endroits lisses. Tandis que là, il y a une structure qui est celle que l'on retrouverait sur un os d'un animal actuel. Comment ce morceau d'os est-il parvenu jusqu'à nous? Il a fallu qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Car dans la nature, aujourd'hui comme hier, le cadavre d'un animal sauvage est rapidement détruit. Pour qu'il se conserve, il a fallu que le dinosaure meure au bord d'un lac, d'un marais ou d'une rivière. Dans l'eau, son squelette a été petit à petit recouvert par de la vase ou du sable, ce qui l'a protégé. Au fur et à mesure, les ossements se sont transformés en pierre tout en gardant leur aspect. Ils ont bougé en même temps que la croûte terrestre, et c'est l'érosion progressivement qui les a fait réapparaître. Au temps des dinosaures, les collines des Corbières n'existaient donc pas. À l'époque, c'était une vaste plaine au climat tropical, traversée de rivières où de grands herbivores broutaient les fougères et les palmiers. Ce n'est que beaucoup plus tard que la formation des Pyrénées a soulevé cette plaine qui se trouve aujourd'hui à mi-hauteur de ces collines. À cet endroit, sur les hauteurs de Campagne-sur-Aude, le lit d'une ancienne rivière n'en finit pas de livrer ses précieux fossiles. Depuis 6 ans, on y a trouvé des milliers d'ossements. Et tout cela parce qu'un jour, un paléontologue amateur y a ramassé une vertèbre fossile qui affleurait sur le sol. Alors, où près de chez vous, trouvez des fossiles de dinosaures? Boulonnais, Normandie, Lorraine, Jura, Poitou, Corbières, Cévennes ou Provence, les gisements à prospecter ne manquent pas. Exemple en Normandie, où les falaises des Vaches Noires, près de Villers-sur-Mer, n'ont pas livré tous leurs secrets. Rassurez-vous, on n'a dégagé qu'une infime partie des restes des dinosaures qui ont vécu sur notre territoire. La chasse aux fossiles reste donc ouverte. 2 points importants. D'abord, tous les spécialistes le disent, il reste encore beaucoup de gisements d'os de dinosaures complètement inexplorés. Ensuite, bien sûr, si vous trouvez vraiment quelque chose, prévenez immédiatement un spécialiste. Et maintenant, direction les États-Unis, sans doute le pays de la planète où l'on se passionne le plus pour les dinosaures. Et là-bas, le pays des dinosaures, c'est l'Idaho, une région où travaille le chercheur qui a servi de modèle au paléontologue de Jurassic Park, le célèbre Jack Horner. Voici le Disneyland des dinosaures. Ces collines grises, les Badlands, sont le paradis des paléontologues, les spécialistes des dinosaures.
Tous les étés, plusieurs campements s'installent dans les Badlands pour les fouiller méthodiquement. Il y a des chercheurs, des étudiants, mais aussi de simples vacanciers fascinés par les dinosaures et qui vont passer leur été à fouiller. Ici, la chasse aux dinosaures est devenue un véritable sport. Ce matin, grand événement au camp, la visite du meilleur spécialiste de la région, le paléontologue Jack Horner. Il y a découvert des milliers de fossiles et a proposé de nouvelles théories sur le comportement des dinosaures. Mais il est surtout célèbre pour avoir servi de modèle aux paléontologues de Jurassic Park. Sur ce nouveau site de fouilles, on vient de trouver des coquilles d'œufs. Les fouilleurs sont sûrs que le nid n'est pas loin. Ce sont des œufs de Maiasauria, mais malheureusement pas d'œufs intacts ou d'embryons comme au Portugal. Pourquoi? L'explication est simple. Quand les bébés dinosaures naissaient, si l'on se base sur d'autres nids, on pense que les bébés faisaient exploser leurs œufs. Alors cela explique que l'on retrouve des morceaux de coquilles partout et non pas des œufs. À quelques kilomètres de là, la ville de Bozeman. C'est ici, au musée des Rocheuses, que les spécialistes étudient leurs trouvailles, tandis que les touristes peuvent se familiariser avec leurs recherches. Dès l'entrée du musée, on peut voir travailler de vrais paléontologues. Et la visite continue par une exposition consacrée aux tyrannosaures. Son titre est évocateur, T-Rex devant le tribunal. Les visiteurs doivent décider s'il s'agissait d'un chasseur qui attrapait ses proies vivantes ou d'un charognard qui ne mangeait que des cadavres. Ce sont les deux hypothèses entre lesquelles hésitent les spécialistes. À l'appui de la thèse du charognard, les bras minuscules du tyrannosaure. Tiens, essaie de ramasser quelque chose par terre, sans plier les genoux et en gardant les bras repliés. Autre démonstration, ce panneau dans lequel on peut se mettre dans la peau du tyrannosaure. Impossible même de rassembler ses deux mains. Les deux bras de l'animal ne servaient sûrement à rien. Pas facile dans ces conditions d'attaquer un autre animal. Il y a enfin les pattes du tyrannosaure. Avec un fémur aussi long que le tibia, il ne devait pas aller très vite. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Et il est vrai que de nos jours, tous les animaux rapides ont un tibia plus long que le fémur. À l'appui maintenant de la thèse du chasseur, une tête formidablement armée pour l'attaque. Dans la bouche, une impressionnante rangée de dents aiguisées, comme des rasoirs. Chacune fait 15 cm de long. Okay, if you take a look through here, all of you can take a look through here, you can see that the teeth are kind of serrated in there. Do you see that? Au-dessus, un système olfactif surdéveloppé pour repérer de très loin l'odeur de ses proies. L'étude du crâne laisse aussi penser qu'il avait une ouïe très fine. Alors, le tyrannosaure était-il un paisible charognard ou un redoutable chasseur? Chacun peut se faire une idée. Les producteurs de cinéma ont choisi. Pour eux, c'est sûr, c'était un monstre sanguinaire. Restons dans l'Idaho. Vous vous rappelez du début de Jurassic Park? On trouve intact de l'ADN de dinosaures, on fait un petit bricolage génétique et hop, voilà nos dinosaures recréés, clonés qui se mettent à gambader. Pure science-fiction, ont dit les spécialistes. Il ne faut pas espérer trouver de l'ADN de dinosaures intact sur un fossile. Mais regardez, la réalité est en train de rejoindre la fiction. Laboratoire du musée des Rocheuses dans le Montana. C'est ici qu'en étudiant des ossements de tyrannosaures, cette paléontologue américaine a fait une incroyable découverte. J'ai remarqué que cet os de tyrannosaure avait quelque chose de différent par rapport aux ossements fossilisés habituels. Quand on a séparé les morceaux de l'os pour bien le reconstituer, on a trouvé à l'intérieur ce morceau d'os spongieux. Le voici. Ce n'est pas un fossile habituel. Dans un fossile normal, tous ces espaces vides sont comblés par des minéraux. Et le tout forme une pierre très solide.
Dans ces vides, Marie Schweitzer va trouver des restes de globules rouges miraculeusement préservés. Et à l'intérieur, des morceaux de l'hémoglobine du dinosaure. Ces formes sont très caractéristiques et n'ont encore jamais été observées sur aucun fossile de dinosaure. Si ce sont bien des restes de globules rouges, cela veut dire que l'on va peut-être y trouver de l'ADN bien conservé. Marie Schweitzer est donc repartie à la recherche de l'ADN du tyrannosaure. Va-t-elle retrouver intact le patrimoine génétique de cet animal disparu depuis 70 millions d'années? La réalité se rapproche lentement de la fiction, même si on est très loin de recréer un dinosaure vivant. Et après tout, cela vaut peut-être mieux. En effet, cela vaut peut-être mieux. Bien qu'ils ne soient pas des descendants directs des dinosaures, les crocodiles en sont de proches cousins. Et c'est pourquoi quand les paléontologues veulent étudier la marche des dinosaures, ils utilisent ces charmants animaux. Et ils le font d'autant plus facilement qu'ils disposent en France d'un élevage de crocodiles unique en son genre. Regardez. Et oui, nous ne sommes pas sur les rives du Nil, mais bien en France. L'immense serre qui accueille ces 400 crocodiles est installée à Pierrelatte, près de Montélimar. Son énergie, de l'eau chaude issue de la centrale nucléaire située juste à côté. Tous ces reptiles sont nés en captivité. Lorsqu'ils sont arrivés ici en 1991, ils ne mesuraient que 25 cm. Aujourd'hui, ils sont âgés de 8 ans et ont beaucoup grandi. La plupart atteignent 3,50 m et certains pèsent 250 kg. Ces crocodiles, alligators et autres caïmans ne sont pas uniquement là pour le plaisir des visiteurs. Ce sont aussi des sujets d'étude pour les chercheurs. Aujourd'hui, le cobaye c'est André, un petit crocodile de 6 mois. Rassurez-vous, l'expérience n'est pas méchante. Il s'agit juste de le faire marcher sur une piste d'argile. Alors ce petit crocodile, on le fait marcher sur de la terre glaise, de façon à ce qu'il nous laisse des empreintes. En même temps, on le filme, de façon à pouvoir mesurer sa progression, calculer sa vitesse, très précisément d'après les images enregistrées. Donc là, on a un petit modèle qui nous sert de référence, là, et qui va nous permettre, par la suite, on va dire d'extrapoler un petit peu vers des données fossiles pour lesquelles on ne connaît pas du tout l'animal qui a laissé cette piste. Par données fossiles, comprenez empreintes de dinosaures. Car l'objectif de ce travail, c'est de déterminer à quelle vitesse et comment se déplaçaient les dinosaures. La technique est simple. On va observer les empreintes laissées par la marche d'André. Parallèlement, on mesure sa taille, son poids, toutes les données qui le caractérisent. Par comparaison, on peut donc espérer connaître les caractéristiques de certains dinosaures, à partir des empreintes qu'ils ont laissées. Voilà, museau-cloaque. Des empreintes comme celles que Jean-Michel Mazin étudie à Cressac, dans le Lot. Cette plaque de calcaire était, il y a 140 millions d'années, une plage de vase au bord d'un lac où les animaux venaient boire régulièrement. Ils y ont laissé plus de 200 pistes. Des pistes de reptiles, mais aussi de crustacés, de tortues, de poissons et de ptérosaures, les fameux dinosaures volants. 90 cm. Et pied droit 2, pied gauche 3, 89 cm. On est d'accord. 100. Longueur de l'enjambée, dimension du pied, on refait exactement les mêmes mesures que sur la piste d'André. Mais les proportions sont nettement plus impressionnantes. Certains pas mesurent plus d'1 mètre, ce qui laisse présager de la taille des animaux. Si on fouille essentiellement le jour, la plupart des relevés se font la nuit. Les traces sont alors beaucoup plus visibles. Mais ici, on ne trouve aucune empreinte de crocodile. Pourquoi alors l'avoir pris pour référence? Les crocodiles ont la capacité de marcher soit comme un lézard, le ventre à terre, soit de se relever, un petit peu comme un mammifère ou leurs cousins les dinosaures, et de ne plus laisser traîner leur ventre. C'est-à-dire, ils ont 2 possibilités de locomotion différentes, et à partir de ce moment-là, plusieurs types de locomotion, donc plusieurs types d'empreintes et de pistes possibles. Donc l'avantage des crocodiles, c'est qu'à eux seuls, ils présentent toutes les hypothèses élaborées sur la marche des dinosaures. Depuis le début des fouilles sur ce site, et grâce à cette méthode, on a ainsi pu déterminer que les ptérosaures marchaient à 4 pattes et non pas sur 2 pattes, comme on le croyait jusqu'alors.
La science utilise rarement les crocodiles comme cobayes, mais ces paléontologues ne sauraient s'en passer. Ces animaux sont pratiquement les seuls à n'avoir pas évolué depuis les dinosaures. Quand on parle du lointain passé de la Terre, tout le monde pense uniquement aux dinosaures. Et on oublie qu'entre la disparition des dinosaures et aujourd'hui, il s'est tout de même écoulé 65 millions d'années. Que s'est-il passé pendant cette époque? Savez-vous que les mammifères géants régnaient sur la Terre? Voici quel était l'aspect de notre territoire durant cette période aussi étonnante que mal connue, l'ère tertiaire. Il y a 65 millions d'années, vous le savez, la Terre connaît une des plus grandes catastrophes de son histoire. Une météorite la percute. La collision envoie dans l'atmosphère un immense nuage de poussière. L'hiver s'installe pour longtemps sur la Terre. Les dinosaures ne résistent pas à ces bouleversements. Ils disparaissent définitivement. Mais d'autres animaux vont survivre, et notamment des espèces très discrètes qui existaient à l'ombre des dinosaures, ce sont les mammifères. Voici comment ils vont conquérir notre planète. Nous sommes au début de l'ère tertiaire, l'ère des mammifères. Les mammifères qui vivaient en France juste après l'extinction des dinosaures sont en fait de petits animaux, pour la plupart imaginez des animaux de la taille des lapins de Garenne d'aujourd'hui, qui fourmillaient donc dans notre pays avec différentes adaptations. Globalement, c'était tous des animaux mangeurs de feuilles. Et oui, le plus grand de ces mammifères ne dépasse pas la taille d'un chien. La plupart d'entre eux ont des allures de petites musaraignes. Mais les conditions de l'époque sont très favorables à leur expansion. Il y a 60 millions d'années, l'Europe ne ressemblait en rien à celle d'aujourd'hui. C'était une grande île isolée des autres continents. Il y régnait un climat tropical, chaud et humide. Dans les grandes forêts, les plaines marécageuses, de nombreuses espèces investissent les territoires laissés libres par la disparition des dinosaures. Le groupe des mammifères est celui qui se diversifie le plus rapidement. Très vite apparaissent de petits primates comme l'Adapis, des ancêtres des tapirs, qui côtoient des oiseaux géants dont certains sont carnivores. 40 millions d'années vont passer. Les mammifères sont maintenant des animaux très gros, comme en témoignent les fossiles que l'on trouve ici, dans les environs de Toulouse. Bon, il y a 20 millions d'années, ici, en fait, on était dans une grande plaine au pied des Pyrénées. Les Pyrénées venaient de se former, et donc il y avait de grands fleuves qui amenaient tout un tas de sédiments, et autour de ces fleuves, il y avait une vie intense avec des rhinocéros, des crocodiles, des tortues, des petits cerfs, des civettes, des sortes de hamsters, des sortes de loirs, de blaireaux, de muscardins. Donc vraiment tout un tas d'animaux extrêmement variés. Le paysage d'alors devait beaucoup ressembler à celui-ci. Le climat était toujours très chaud et la végétation de type tropical. Mais l'Europe a cessé d'être une île. En effet, conséquence de la dérive des continents, la plaque africaine est entrée en contact avec la plaque eurasienne. Les Pyrénées se forment, puis les Alpes. Mais surtout, les faunes des deux continents vont se rencontrer. L'événement majeur est l'arrivée en Eurasie d'animaux venus d'Afrique qui s'épanouissent en Asie, aussi bien qu'en Europe occidentale, en passant au nord de la Méditerranée, animaux qui sont en fait des animaux qui évoque fortement ceux d'aujourd'hui. Exemple, ce mastodonte, un des lointains ancêtres de l'éléphant. Il vivait dans nos contrées. Il y côtoyait ce dinotère aux défenses recourbées vers le bas, ainsi que de drôles de rhinocéros. À côté de ces mammifères à l'allure très moderne, on trouve aussi des espèces beaucoup plus surprenantes. Comme cet arcinotère aux cornes étranges. Il ressemble à un rhinocéros, mais pourtant, il n'appartient pas à cette famille. Au milieu du tertiaire, les très grands mammifères sont bien plus nombreux qu'aujourd'hui.
Regardez ce cheval gorille. Il a les dents d'un cheval et les pattes d'un grand singe. Et voici l'Indricotère, le plus grand mammifère ayant jamais vécu sur Terre. Il atteignait au garrot 6 mètres de haut. Toute cette faune laisse bien perplexes les paléontologues. Alors cet animal qui est un prédateur, un carnassier, a des dents qui évoquent celles du chien. Si l'on regarde de près le crâne, ces nombreux caractères évoquent dans la région de l'oreille l'ours. Et puis si l'on essaye d'étudier son système locomoteur, les pattes, autrement dit, c'est des pattes qui évoquent en partie celle de l'ours, mais pour la patte postérieure, elles évoquent plutôt le lion. Mais ce n'est ni un vrai ours, ni un vrai chien, ni un vrai lion. C'est un animal qui est d'une certaine manière composite et qu'on appelle un amphition. À côté de ce chien ours matiné de lion, on trouve aussi un cerf-girafe qui mélange les pattes et la denture des cerfs et les cornes des girafes. Ils vivaient en même temps que ce cochon géant. Tous ont disparu. Ces animaux-là ont été supplantés par des animaux qui étaient mieux adaptés, comme les vrais chiens par exemple, les canidés, ou les félins qui eux ont carrément dominé par la suite. Et ensuite, d'ailleurs, dans le monde, d'autres groupes de carnivores ont évolué, sont venus dans nos régions et ont supplanté ces animaux-là. À la fin du Tertiaire, toutes ces espèces aux formes étranges vont donc être balayées par une nouvelle vague de mammifères. Des mammifères que cette fois-ci, nous connaissons bien. Ce sont les ancêtres des animaux actuels. Encore quelques millions d'années, et l'homme va apparaître. Pourquoi tous ces animaux ont-ils disparu? Peut-être à cause du climat qui a changé avec les grandes glaciations de la fin du Tertiaire, mais ce n'est là qu'une hypothèse. Et c'est pareil pour la disparition des dinosaures, pour laquelle il n'existe aussi que des suppositions, météorites géantes ou cataclysmes volcaniques. Quoi qu'il en soit, les dinosaures auraient tout de même des descendants bien vivants, les oiseaux. Vrai ou faux, voilà qui mérite une petite explication. Lorsque les tyrannosaures et tous les autres dinosaures disparaissent brutalement de la surface de la Terre, ils ne laissent aucun descendant. C'est du moins ce que les scientifiques ont longtemps cru à tort. Car aujourd'hui, mis à part ces impressionnants squelettes, on peut voir leurs descendants bien vivants, les oiseaux. Le premier à se douter d'un lien entre l'oiseau et les dinosaures, c'est Thomas Huxley vers 1860. Cet admirateur de Darwin va appliquer la théorie de l'évolution à l'autruche en la comparant à un dinosaure carnivore géant, le théropode. En effet, les soupçons s'orientent vers les dinosaures carnivores, comme par exemple cet allosaure qui a vécu aux États-Unis il y a 140 millions d'années dans les terrains du Jurassique supérieur. Eh bien, ces dinosaures carnivores ont des caractères, certains caractères que l'on retrouve chez les oiseaux. Par exemple, les os sont creux. 35 caractères communs entre l'autruche et le théropode sont alors identifiés, surtout au niveau des pattes et des chevilles. Comme les oiseaux, l'immense dinosaure a des griffes et ses omoplates ont une forme de lame. Un siècle plus tard, on découvre que le poignet du théropode s'articule dans toutes les directions grâce à un os en demi-lune. Avec lui, le vol battu des oiseaux devient possible. Durant les millions d'années du règne des dinosaures, les descendants des théropodes vont évoluer. Leur queue devient un croupion, leurs pattes avant raccourcissent, leurs écailles deviennent des plumes. C'est la naissance des premiers oiseaux il y a plus de 100 millions d'années. À l'époque, ils vivaient dans un climat tropical et volaient très mal. Aujourd'hui, les oiseaux ont fait beaucoup de progrès et semblent beaucoup plus à l'aise que leurs aïeuls, les dinosaures. Et sachez que le plus célèbre ancêtre connu des oiseaux est l'Archéoptérix, un animal avec des plumes et une bouche de dinosaure armée de dents bien effilées. Aux États-Unis, pour recréer les dinosaures, on emploie les grands moyens. Mais en France, on se défend. Nous avons même un sculpteur de dinosaures, direction Espéraza dans l'Aude, la capitale française des dinosaures, pour faire la connaissance de Claude Moreno. Une des meilleures adresses de France pour admirer des dinosaures grandeur nature, c'est le musée d'Espéraza. Cet animal patibulaire, c'est un Tarascosaurus. Il vivait dans la région il y a 70 millions d'années. Et c'est la dernière création de Claude Moreno, le seul en France à exercer ce métier insolite, sculpteur de dinosaures.
Depuis 5 ans, Claude Moreno reconstitue patiemment la faune qui peuplait le sud de la France à l'ère secondaire. Les maquettes sont grandeur nature et surtout les plus fidèles possibles. Pour réaliser un tel animal, je travaille sur des planches anatomiques dans lesquelles sont décrites tout le squelette de l'animal et aussi en même temps je discute avec les paléontologues pour ce qui est de l'interprétation et la position des muscles dans le corps de l'animal, la grosseur et la taille des muscles aussi. Justement, voilà un paléontologue, Éric Buffetot. Donc la position, on fait une position recourbée comme ça. Ça dépend dans quel... Comme ça, presque horizontale, non? Après horizontal, mais pour les doigts, tu peux les écarter un peu. Qui remonte un petit peu. Ça remonte un peu. Voilà. Le corps est fait de grillages recouverts de toile, mais pour les détails, rien ne vaut la mousse, beaucoup plus facile à sculpter. Pour l'artiste, outre la rigueur scientifique, le plus important, c'est que l'animal ait l'air naturel. Ce qu'il veut avant tout, c'est offrir une vision réaliste de ce qu'ont pu être ces animaux, loin de tous les clichés. Il ne faut pas qu'ils fassent peur parce qu'il y a pas mal de conservateurs de musées qui en ont assez un peu de l'image donnée par certains médias ailleurs dans le monde du dinosaure systématiquement méchant et agressif. À côté des vrais fossiles, dans le laboratoire de paléontologie du musée, les maquettes s'accumulent. Et depuis ses débuts, Claude Moreno connaît tous les petits trucs pour rendre ces bêtes plus vivantes. Alors là, c'est de la peau de batracien, qui est la plus proche donc, de celle des dinosaures. Quant à la couleur, elle reste la principale énigme. Claude Moreno essaie de s'inspirer de celle des reptiles d'aujourd'hui, tout en laissant largement courir son imagination. Des squelettes aux maquettes, les sculptures de Claude Moreno font revivre les dinosaures disparus. Dans le musée d'Esperanza, son zoo offre quelques tranches de vie datant de plus de 65 millions d'années. Dans ce musée, vous pourrez également voir des ossements, des œufs, des empreintes de pas de dinosaures, mais aussi découvrir le travail du paléontologue sur le terrain. Maintenant que vous en savez plus sur les dinosaures, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.